Monsieur Michel Pernon, maire de Julisville. Ça, pardon. Excusez-moi. Hop là. Lecture de poème par les enfants du conseil municipal des emplois. Paris ne mange plus de marron. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres. Et la sagesse et la folie, et derrière la nudité de ta pâleur et ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle dans tes yeux. Paris, la belle ville, fille comme une aiguille, forte comme une épée. Ingénu et savant, tu ne supportes pas l'injustice. C'est pour toi le seul des hommes. Tu vas te libérer, Paris. Paris, tremblant comme une étoile, notre espoir survivant. Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage, nous qui ne sommes pas cachés, ni beauté, ni bonté, ni bien élevés. Un rayon salut nos rêves, notre lumière nous rejoint. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et que de nouveau ils ont compris. S'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Dans les nuages, 1943. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes simplement dur avec des vagues. Vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour régner et pour abjurer, pour trahir. Pour régner, mes amis, pour abjurer. Le pain et le vin pour trahir, la vie pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour nos poignets. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je trahirai demain. Marianne Cohn, 1943. Crosse pour se souvenir. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux
des Paris. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuits hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais, à l'heure du couvre-feu des lois errants, avait écrit sur vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tous avaient la couleur uniforme du givre, à la fin de février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en merveilleux. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. C'est la nature est belle et tout le faire de son écran. La justice viendra sur une place innocente. Venez nous dire, oh mon amour, mon imprévu, que je te dis de rire et d'attendre un enfant. Il était 20 et 3 quand les fusils fleurissent. 20 et 3 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Louis Aragon, 1956. C'est poème. Le 8 mai, toutes les cloches des villages de France s'ébranlèrent. Toutes les sirènes de ville se mirent à siffler pendant 2 minutes pour annoncer la fin de la guerre 39-45. En Europe, qui s'achève par la victoire totale des nations alliées sur l'Allemagne nazie et le fascisme italien. Après 5 ans et 8 mois de deuil, de souffrance et d'obscurantisme sur le front de l'Ouest, car chacun se rappelle, les hostilités, hélas, devaient se prolonger jusqu'au 15 août dans le Pacifique. Notre pays retrouve sa pleine et entière liberté. Cette date efface définitivement l'humiliation de juin 1940, qui ne doit pas occulter le caractère héroïque des combats de notre armée française, submergée par un adversaire remarquablement équipé et préparé. Mais cette place retrouvée au sein des nations victorieuses et libres, la France la doit à tous ceux qui l'ont rendue possible par leur courage, leur sacrifice, leur farouche détermination, et dont le souvenir reconnaissant doit toujours être présent à notre esprit. D'abord, les 124 000 militaires français tués en 1940, et aussitôt après, les morts pour la France avec ou sans uniforme, les Français libres et les résistants, avec les autres torturés, déportés, fusillés dans les camps et les prisons, sans oublier les victimes de guerre, soit 600 000 personnes qui furent beaucoup de veuves et d'orphelins. En ce 8 mai 2019, nous rendons une nouvelle fois un hommage solennel à tous les partisans de la victoire 74 ans après. C'est pour nous un devoir d'en tirer les leçons. Il nous faut en particulier former la jeunesse et les générations qui montent, qui ne connaissent ce conflit que par les livres et autres récits historiques, dans l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être remises en cause par la folie des hommes. L'actualité illustre abondamment ce propos. La nation doit veiller avec vigilance au respect des institutions protectrices, des valeurs de société que la loi civile a la mission de promouvoir et de défendre. À cette fin, la République doit consentir un effort de défense proportionné aux menaces, tant pour ne pas être surprise que pour assurer en permanence la sécurité des citoyens. De vraies valeurs symbolisées par les 3 couleurs du drapeau. Les anciens combattants sont comptables et les gardiens fidèles pour en témoigner quotidiennement et les transmettre par l'exemple aux générations qui montent. La mémoire vivante, c'est cela pour que vive le 8 mai. À 2 ans d'un père massacré dans un camp militaire en Haute-Franconie,
Représentant des orphelins et victimes de guerre, j'entends encore aujourd'hui la misère morale et physique de ceux qui n'ont pas pu connaître la joie de l'enfance. Par Madame Christine Bourg, conseillère municipale, déléguée à la promotion du devoir, de mémoire et de disponibilité. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à toutes ses filles qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delacre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Les villages du littoral normand, à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. D'abord, c'est pour que germe pour les associations d'anciens combattants de l'UNICEF et SNACA.
Dépôt de gerbe par le représentant de l'association Orphelins de guerre, pupilles de la nation et victimes de guerre. Dépôt de gerbe par M. Michel Périmont, maire de Juilly-sur-Orge. Accompagné de Mme Christine Bourg. Dépôt de gerbe par M. Robin Reda, député de l'Essonne. Minute de silence pour les combattants tombés pour la France pendant les guerres de 14-18, 39-45, Indochine, Afrique du Nord. Les pompiers morts en service commandé et les résistants fusillés. Repos. Garde à vous. Au mort. Repos. Lecture du message de M. Michel Périmont, maire de Juilly-sur-Orge. Mesdames et messieurs, chers amis,
La Seconde Guerre mondiale s'est officiellement terminée en Europe le 8 mai 1945, au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie signée la veille à Reims. Il y a 74 ans, jour pour jour, prenait donc fin dans un Berlin en ruine, un conflit qui avait duré 6 longues années, un conflit qui avait apporté la désolation, la violence et la destruction sur tous les continents. Dans le monde entier, chaque individu avait vu sa vie transformée, bouleversée. Les pertes humaines étaient effroyables. Nous sommes ici pour nous souvenir des militaires tombés au combat, des martyrs de la résistance, des civils qui périrent sous la barbarie nazie, des millions de juifs et de déportés qui furent froidement exterminés. Tous victimes d'une idéologie de la haine de l'autre, 60 millions de morts dont le spectre hante pour toujours l'histoire mondiale. Le 8 mai marque ainsi la fin d'un régime politique insensé, totalitaire et aberrant, le nazisme, dictature dont les piliers n'étaient autres que le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme. Ne nous trompons pas, le nationalisme est très différent du patriotisme. Romain Gary écrivait « Le patriotisme, c'est aimer les siens, le nationalisme, c'est détester les autres ». Malheureusement, nous voyons encore aujourd'hui certains adosser leurs projets politiques sur ce nationalisme qui rejette, ce nationalisme qui veut enfermer le pays dans l'étroitesse de ses frontières, soumis à une idéologie d'exclusion de l'autre et de repli sur soi. Pris dans le quotidien, beaucoup de concitoyens pourraient être tentés de croire le pays en paix. Giraudoux définissait la paix comme l'intervalle entre deux guerres. Mais à bien y réfléchir, cet intervalle se réduit doucement. Les conflits, les opérations extérieures se sont multipliées. Les menaces sont lourdes et multiples. Le second conflit mondial est terminé, mais la guerre n'est pas loin, elle a juste changé de nature et de nom. Notre devoir est désormais d'être en éveil constant contre le terrorisme, les extrémismes, contre les va-t-en-guerre de tout acabit et les porteurs de haine. Nos gouvernants doivent entendre ce message de fortes inquiétudes des démocrates, des républicains de France, et ne pas s'en accommoder à des fins politiciennes. Notre vie démocratique dépend de la force et de la solidarité de nos convictions communes, dont le ciment reste la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Notre vie politique ne doit pas être polluée par le développement d'idées nuisibles, de rumination d'une colère sans visage, considérant notre pays comme une nation assiégée par un monde extérieur hostile. Nous devons consolider notre vie collective, bien sûr en écoutant et en analysant la crainte de nombreux habitants touchés par ce pessimisme. Comme la résistance qui rassemblait ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, nous devons ensemble définir notre contrat de vie collective, notre pacte républicain rendu de nouveau possible depuis le 8 mai 1945. Le devoir de mémoire n'est plus à démontrer aujourd'hui, mais il reste à soutenir contre la désaffection, contre l'indifférence ou l'oubli. C'est à ce présent que j'appellerai le devoir d'éveil qu'il nous faut promouvoir, car il est plus que jamais d'actualité. En ce jour de commémoration, il est primordial de rendre hommage à ceux qui périrent pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Mais il est tout aussi impératif de rester vigilant. En notre époque d'errement extrémiste, de tentation rétrograde, il est vital de ne pas baisser la garde. Je voudrais dire à tous ceux qui seraient tentés qu'ils ne doivent pas se replier sur eux-mêmes ou craindre leurs voisins, qu'une autre société est possible et qu'ensemble nous devons rétablir le bon sens et l'harmonie qui ont semblé s'éloigner ces dernières années. Ce message d'espoir prend toute sa signification en cette commémoration de fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'Europe telle qu'elle a été construite, sur la base de la réconciliation franco-allemande voulue par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer qui nous a permis de vivre en paix depuis 74 ans. Il n'est rien de pire que les replis identitaires, que l'élévation de certains groupes contre d'autres, que la désignation de boucs émissaires. Rappelons-nous toujours que c'est en pointant du doigt les juifs, les tziganes, les homosexuels et autres populations taxées de différentes que le nazisme a semé la terreur et la violence en Europe pendant de si longues années. Rappelons-nous toujours qu'il n'est pas loin le temps où s'est répandu comme le venin une idéologie meurtrière, prônant sans honte l'extermination de la différence pour le salut d'une race prétendument supérieure. Il n'est pas de meilleur exemple de courage et d'humanisme que tous ces anonymes, femmes, hommes et enfants, qui ont vécu ces années d'enfer. Dans le contexte dramatique d'un pays occupé, d'un pays brisé, d'un pays divisé, ils ont souffert, ils se sont battus, privés de leur jeunesse, privés d'une vie normale et paisible à laquelle ils pouvaient pourtant légitimement aspirer.
Ils se sont révoltés et beaucoup d'entre eux n'ont pas échappé au sacrifice suprême pour des causes qu'ils savaient justes, la liberté et la paix. C'est à leur héroïsme que nous devons d'avoir engagé la libération de notre territoire et la victoire sur le totalitarisme nazi. N'oublions jamais le prix du sang versé. Et lorsque nous nous souvenons de cette période terrible, nous devons le faire avec beaucoup d'humilité, parce que nous n'avons pas été des témoins directs de cette tragédie qui s'est abattue sur le continent européen. Nous ne l'avons pas vu comme l'ont vécu ceux qui nous ont précédés. Les camps de concentration et les prisons où furent tués, torturés et humiliés des femmes et des hommes jusqu'à l'abaissement le plus total. Nous n'avons pas vu comme eux les champs de bataille. Nous n'avons pas observé comme eux les longs cortèges de prisonniers de toutes les nations qui traversaient l'Europe, constituant de fait un seul et même cortège funèbre. Aussi, ce souvenir du 8 mai 1945 est un acte de mémoire collective, un devoir de mémoire devenant d'autant plus ardent au moment où les souvenirs directs, où l'expérience vécue sont en train de se transformer progressivement en histoire. Se souvenir avec humilité, mais aussi avec beaucoup de reconnaissance. Reconnaissance pour la génération de nos pères, de nos grands-pères, qui, revenus des champs de bataille, revenus des camps de concentration, libérés des prisons, avaient tant de raisons de se résigner. Soyons reconnaissants envers cette génération qui a dû faire la guerre et qui a voulu faire la paix. Regroupés au sein du Conseil national de la résistance, ils ont agi tous ensemble. Soyons à la hauteur de l'héritage que ces femmes et ces hommes nous ont légué. L'héritage d'une France généreuse et ouverte sur le monde, dont la vocation est de faire rayonner l'esprit des Lumières, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais aussi l'héritage d'une Europe humaniste et solidaire, qui dessinait ainsi de nouvelles frontières, dissipant les derniers sursauts et les ultimes réminiscences des haines meurtrières. N'oublions pas le projet audacieux et salvateur de nos pères, qui ont voulu imaginer un nouveau modèle de développement harmonieux à travers la construction d'une Europe lucide, plurielle mais unie. Si nous avons à apprendre quelque chose du sang versé de nos aïeux, n'est-ce pas précisément que seule la solidarité et l'action collective permettent de sortir des crises? Le devoir de mémoire n'est pas seulement le devoir de se souvenir, c'est aussi et surtout le devoir moral de faire mieux, celui de ne pas reproduire les mêmes erreurs, celui d'apprendre du passé pour travailler à un présent et un futur plus clément. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que les temps sont difficiles pour beaucoup d'entre nous, je vous invite à l'espoir. Le poilu de 14-18, le combattant de 39-45, les soldats de toutes les guerres et des opérations extérieures n'auront pas souffert en vain. Chateaubriand écrivait dans ses mémoires d'outre-tombe « Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts, les morts au contraire instruisent les vivants ». Fort de nos convictions, tâchons de ne jamais oublier que 60 millions de femmes et d'hommes ont fait le sacrifice de leur vie pour la liberté et la paix. Car si nous sommes ici ce matin, c'est pour que perdure, par-delà les heures sombres et tragiques de l'histoire, l'espoir d'une humanité en marche vers un monde plus fraternel. Mais saluons également aussi l'explosion de joie qui embrasa la France à la libération. N'oublions pas le symbole que fut le retentissement du grand bourdon de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en août 1944, qui marquait la libération de la capitale avant celle définitive du peuple de France. C'est cet impérieux devoir de mémoire qui nous rassemble, qui doit continuer d'être transmis aux jeunes générations avec obstination, pédagogie et humilité. Il faut que les jeunes, les plus jeunes, s'approprient cette histoire pour combattre à leur tour le rejet de l'autre, afin de bâtir un monde plus juste et plus solidaire. Vive la République, vive la France et vive Juvisy. Lecture du message de M. Robin Redard. À chaque commémoration, je vois les enfants studieux du CME nous accompagner avec leur volonté toujours de bien faire, leur respect du protocole, leur connaissance de l'histoire. Je me dis que chacun d'entre vous, au fond de lui-même, doit se demander comment ils ont fait, ces enfants, ces jeunes de 39-45, pour combattre, pour résister, pour vivre l'humiliation de la défaite et finalement pour jubiler de la libération. C'est aussi ce que je ressens. C'est ce que plusieurs générations qui n'ont pas connu la guerre se demandent. Fallait-il être complètement fêlé pour aller à la guerre et résister pendant la Seconde Guerre mondiale? Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Aussi incongru que cette citation puisse paraître en ce moment solennel, cette phrase de Michel Audiard est tellement belle, tellement juste, qu'elle parle bien de tous les fous capables de mourir pour la liberté.
Comment peut-on sacrifier une jeunesse prometteuse? Comment quitter son pays pour rejoindre une idée de la France incarnée par d'autres fous? Comment risquer sa vie et celle des siens pour un idéal lointain et tellement peu dans l'air du temps? Il fallait être un peu fêlé, c'est le mot, et laisser entrevoir une lueur d'espoir face à la fatalité des ténèbres. Aujourd'hui, c'est au souvenir de cette lumière que nous nous réchauffons. Cette lumière, elle éclaire nos consciences et elle nous rappelle que rien n'est jamais acquis, surtout pas la liberté. Le 8 mai 1945, les Alliés pensaient avoir vaincu le mal absolu. Ils se leurraient. L'infâme régime nazi avait fléchi, l'humanité contemplait l'horreur abyssale qu'elle était capable de produire, mais rien n'était fini, tout restait à faire. De l'autre côté de la planète, le Japon était encore en guerre et ignorait encore qu'il allait plier sous un feu dévastateur à la fin de l'été. D'autres idéologies mortifères s'apprêtaient à disséminer la haine et la violence sur tous les continents, et des usines forgeaient d'autres grilles et d'autres canons. Le 8 mai 1945, alors que la capitulation de l'Allemagne avait été signée la veille à Reims, on avait dans le même temps cédé aux caprices d'un tyran rouge pour que l'acte fût à nouveau paraphé à Berlin où il régnait en maître. Dans un silence coupable, celui de la douleur réelle du peuple soviétique et de son armée, on allait faire oublier que Staline avait signé 5 ans plus tôt un pacte avec Hitler, fournissant à ce dernier le carburant des Panzers et des Stukas de la campagne de France. Staline, qui avait affamé, fait déporter et massacrer son peuple, siégeait fièrement sur le banc des vainqueurs, avec la morgue d'un psychopathe sanguinaire. La mort résout tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème, dira le maître du Kremlin au cours d'un de ses monologues interminables, ponctués d'applaudissements apeurés. L'ancien allié soviétique ne devait plus tarder à devenir le principal ennemi des 40 prochaines années. De la guerre froide allaient naître d'autres conflits, d'autres camps, d'autres injustices et tant d'autres morts. Sur les ruines encore fumantes, le monde se divisait en deux. Les peuples devaient choisir un camp. Funeste présage. La signature de l'armistice n'était pas le gage de la paix universelle retrouvée, au contraire. Alors à quoi bon célébrer cet anniversaire? Quel sens devons-nous donner au souvenir de cette date? Eh bien, c'est à l'espoir naissant, à la lumière qui passe dans la brèche des fêlés qu'il faut se raccrocher. Le 8 mai 1945, il fallait faire de la paix une règle, alors que la paix avait été réduite à l'exception durant tant de siècles. Vivre libre ou mourir. Les plus jeunes avaient 20 ans, en moins, et tous se ralliaient à ce cri « Vivre libre ou mourir ». L'espérance de cette poignée de fous qui rêvaient d'un monde meilleur réchauffait les montagnes savoyardes. Battu par le vent glacial de l'hiver 44, le plateau des Glières fut le laboratoire de la France qui se dessinait, la France d'après cette guerre infâme. Cet espoir, c'était l'œuvre des braves qui n'avaient pas voulu abdiquer, même par-delà la mort sur une montagne de Savoie, une plage normande ou dans un camp polonais. Plus que jamais, c'était un héritage fragile qu'il fallait à tout prix préserver. L'horreur de la guerre était telle qu'il était enfin possible de mesurer l'infinie noirceur de l'âme des hommes. Si les génocides de Namibie et d'Arménie du XXe siècle naissant étaient honteusement passés sous silence, l'Holocauste et la gestion industrielle des massacres allaient caractériser le plus haut degré de crime, celui des hommes contre l'humanité. Le fait d'avoir fait l'Europe m'a réconcilié avec le XXe siècle, dira Simone Veil. Ardemment inspirés par les principes humanistes si chèrement défendus durant la guerre, certains s'étaient mis à construire et à reconstruire. Pansant ses plaies et maquillant ses cicatrices, la vieille Europe prenait un nouveau visage. Les frères ennemis d'hier devenaient des pères bâtisseurs. Il était donc possible de vivre ensemble sans se battre. Ironie ou facétie de l'histoire, l'Europe avait conduit le monde par 2 fois dans la guerre. Elle était en passe de devenir un modèle, ou du moins une intention de paix. Certes, rien n'était facile. Comment faire vivre l'émouvant souvenir des siècles passés, d'une Europe des empires, des cultures et des arts, sans la diluer dans un machin technocratique et froid? Comment être français, allemand, italien, en être fier, et se plaire à être un peu de tout cela à la fois? Ces grandes questions se sont posées, se posent, se poseront encore, mais elles ne peuvent pas annihiler l'espoir initial. Alors que les grands enjeux du monde évoluent, plus grands encore, des dangers apparaissent. Extrémisme, politique et religieux, réchauffement climatique, migration de population, extinction des espèces animales et de la biodiversité. Peut-être le chemin de l'homme à l'homme n'a-t-il jamais été aussi long et tortueux. On pourrait se demander à quoi bon commémorer encore. On pourrait se demander s'il n'est pas dérisoire d'invoquer les morts de jadis plutôt que de pleurer ceux des cruautés d'aujourd'hui. Nous devons le faire contre l'ignorance,
parce que l'ignorance est meurtrière. Tombes profanées, croix gammées inscrites sur nos murs, chants et gestes indignes proférés par de sinistres crétins dans des manifestations et avalanches d'insultes sur les réseaux sociaux. À l'heure où le relativisme et les mensonges sont devenus des armes politiques, notamment sur notre vieux continent, la tentation des ténèbres et de son cortège de malheur est grande. Commémorer comme nous le faisons ce matin, c'est saluer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie. C'est un acte de résistance contre la bêtise et l'inculture. Commémorer, c'est comprendre le passé pour que les causes similaires ne produisent pas les mêmes effets. Attention aux raccourcis historiques hasardeux. Quoi qu'on en pense, l'histoire ne repasse pas les plats. Les années 30, ce sont les années 30. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gardons-nous bien de faire de ces temps terribles de simples alibis pour museler les débats. Ne déchirons pas les linceuls pour coudre des bâillons. Commémorer, c'est surtout se garder de faire de l'histoire un faire-valoir politique. Si aujourd'hui la nécessité de l'Europe est incontestable, ces dirigeants doivent entendre celles et ceux qui pointent ces dysfonctionnements, ces aberrations. Nous ne pouvons faire vivre le rêve européen, construire un avenir commun, nous protéger des attaques du reste du monde en dressant une partie des peuples contre l'autre. L'une étant infréquentable, l'autre non. C'est ailleurs que dans les théories fantaisistes et simplistes qu'il faut chercher du sens à ce que nous faisons ce matin. Comme chaque 8 mai, nous nous interrogeons sur le sens de nos gestes, sur le sens de nos mots et sur nos silences. Anniversaire bien singulier, me direz-vous, nous ne sommes pas ici pour souffler des bougies. Bien au contraire, ce qui nous anime en ce jour, c'est l'engagement de faire vivre la flamme pour éclairer notre conscience encore et encore. Ce qui nous unit ce jour devant les tombeaux, c'est notre ardent besoin de faire de ce moment de recueillement une œuvre de transmission pour les générations futures. Nous sommes à une époque charnière. Petit à petit, il faudra faire ce travail sans témoins. Alors que les derniers survivants de la guerre disparaissent, nous devons nous armer de notre ferveur pour faire vivre ce legs, jadis transmis par toutes les victimes, et perpétuellement raviver la lumière qui s'engouffre dans les fêlures de l'histoire. Avec vous, mes amis les anciens combattants, vous qui avez laissé dans cette époque avec vos familles un peu de votre insouciance, chaque célébration participe de cette manière aussi vieille que l'humanité de transmettre au suivant. Ce travail que d'aucuns appellent de mémoire, c'est la lumière qui traverse tous les fêlés, celle qui éclaire tous ceux qui pensent que seule la fatalité nous tue. Laissons passer la lumière de la paix, car elle irradie les consciences bien plus que les bombes de la guerre. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, membres des associations d'anciens combattants, monsieur Armellini, cher François, nous tenions, nous, élus du Conseil municipal des enfants, à vous remercier pour votre engagement au sein de la FNACA de Juvisy depuis toutes ces années. Nous souhaitions également et surtout vous remercier d'avoir été notre maître de cérémonie lors de toutes les commémorations auxquelles nous avons pu participer. Nous sommes très fiers d'avoir pu le faire à vos côtés et aux côtés de l'ensemble de vos collègues, membres des associations d'anciens combattants. Nous avons beaucoup appris en vous observant, en vous côtoyant lors de nos sorties et de nos rencontres. Grâce à vous, nous avons compris combien le devoir de mémoire est important et combien il est nécessaire de ne jamais nous oublier notre histoire. Merci monsieur Armellini, François si vous me le permettez. Merci pour vos regards complices, pour votre bienveillance et pour votre infinie gentillesse. Vous quittez Juvisy, mais vous ne quittez pas nos cœurs. Merci monsieur le maire de nous avoir permis de prendre la parole et merci à l'ensemble des membres des associations d'anciens combattants, à tous les élus et à tous pour votre attention. Très bonne journée. Merci à tous les enfants, merci monsieur le maire. Je ne sais que dire dans ces moments-là, mais moi non plus, je vous dis la page. Merci à vous.
merci à l'association d'avoir assisté aussi nombreux à cette cérémonie du 8 mai. Les autorités vont maintenant remercier les porte-drapeaux. Et nous vous invitons à descendre à la salle Pizou de la Madeleine pour le verre de la midi. À remonter dans la cave et vous rendre à l'espace de la matière.